Retro. Retro. Ça va les gars? Salut. Hello Tabo. Tabo, il est au dessert encore là. Le petit goûter. Le petit goûter, le petit café gourmand. Bon, comment ça va déjà? L'été un peu comme tout le monde, hein, confiné, mais ça va bien dans l'ensemble. De retour en Suisse maintenant depuis un petit moment, content d'être là. On a vu que tu avais choisi d'opt-out, notamment pour la bulle NBA. Il y a une fan qui nous a posé une question et qui nous a dit, c'est Léa, elle s'appelle, peut-il parler de son choix d'opt-out de la bulle et de renoncer à une bague qui semblait possible avec les Rockets? C'est vrai qu'il y avait une chance d'aller au bout avec Houston. Claire, c'est vrai que basketballistiquement parlant, c'était une décision qui était difficile à prendre. J'ai commencé la saison avec Houston. C'est vrai que c'était un joli challenge avec des joueurs des joueurs que je connais déjà, auxquels je crois en plus. Je sais qu'il y a énormément de talent. Donc, c'était une décision qui n'était pas facile à prendre, mais c'est une que j'ai dû choisir avec, bien entendu, ce qui se passait avec le Covid. En plus de ça, ce qui se passait avec les mouvements sociaux au milieu du moment de prendre la décision aussi de par rapport à aller jouer ou pas. J'avais aussi des choses personnellement. Mes deux filles sont de retour ici à l'école en Suisse. Donc, c'est vrai qu'il y avait tout ça qui tombait vraiment exactement au moment où tout ça devait se passer. Donc, c'était difficile un petit peu d'aller la tête libre et l'esprit léger dans la bulle à Orlando. Donc, j'ai décidé de tout simplement privilégier la famille et les choses que je devais faire de mon côté. Justement, par rapport à ta vie de famille, on a beaucoup de personnes qui nous ont demandé, parce que la vie d'un joueur de NBA, il y a énormément de voyages, c'est 82 matchs, très concentré. Dis-nous un petit peu comment tu fais pour concilier ta vie d'homme, de papa, en tant que joueur NBA. C'est pas évident. Je pense que j'essaie de faire du mieux que je peux. C'est clair que quand on rentre à 2-3 heures du matin, c'est pas toujours évident de pouvoir se réveiller, être là avec les enfants, pouvoir les amener à l'école, etc. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je comprends que la décision que j'ai faite et la chance que j'ai eu de pouvoir jouer en NBA pendant beaucoup d'années, c'est aussi des décisions qui sont prises en famille et qui impactent bien entendu toute ma famille. Donc voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux. Beaucoup de voyages, comme on a dit. C'est bien entendu pas le seul métier du monde où les gens sont amenés à voyager. Mais c'est clair que c'est avec un nombre comme ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Maintenant, on a un petit enchaînement de questions de fans. On va se marrer un petit peu plus, je pense. Je te laisse commencer, David, avec la première question. Avec une question d'Akashi, tu s'en doutes un petit peu. C'est une question, je crois qu'on l'a eu 30 ou 40 fois, Florian. C'est pour un petit peu les sneakers addicts. T'en es un. Tu imagines bien et tu te doutes la question qu'on va te poser. Ça rime en deux mots, Air Max. Tu es un des rares joueurs en NBA qui joue en Air Max. Alors, ça restera toujours un mystère pour pas mal d'entre nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi ce choix? Et puis, comment tu te sens dans ces chaussures qui, bon, voilà, à proprement parler, ce pas des chaussures vraiment conçues pour jouer au basket. Claire. Relation avec les Air Max, elle a commencé il y a longtemps pour moi. Depuis que j'étais jeune, c'est clair qu'il y avait toutes les Reebok classiques, les Air Max, etc., qui étaient vraiment à la mode et que j'ai toujours apprécié. Après, quand j'étais en France, je suis parti en France, j'ai joué avec les Arachi de Kobe Bryant. Et c'est vrai que la forme était assez, en tout cas la semelle était assez équivalente à des Air Max 1 en tout cas, etc. Et depuis longtemps, j'avais un vrai problème à trouver des chaussures dans lesquelles je suis vraiment, vraiment confortable. En plus, étant avec Nike, c'est vrai que les chaussures, en général, ils en proposent 4, 5 pour la saison, 6 pour la saison. Et en général, ils les changent. Et Donc, c'est quoi le deal? C'est toi qui as demandé à Nike, en fait, de ce qu'il leur a dit, ouais, moi, j'aimerais bien jouer avec des Air Max, ou comment ça s'est fait? non, j'ai juste commencé à jouer avec. J'étais à ça, en fait, j'ai joué avec. J'ai trouvé des Air Max 1 qui étaient montantes. Okay. Et donc, à partir de là, j'ai mis mes Air Max 1, j'étais bien dedans. Je me suis dit, OK, je vais faire quelques matchs avec ça. Et ça s'est bien passé. Et donc, après, en fait, bon, là, j'alternais un petit peu les chaussures encore. Et après, au moment de ma blessure, j'ai mis les Air Max 90 parce que je portais beaucoup ça. Et donc, les Air Max 90, j'ai commencé un petit peu à jouer aussi avec au fur et à mesure des entraînements. Et c'est vrai qu'en fait, je me sentais vraiment, vraiment bien dedans. J'ai essayé aussi de remettre les chaussures de basket traditionnelles, etc. Je n'étais pas aussi bien en termes de support. J'ai dit, bon, ben, on va continuer. En plus, elles sont bien, elles sont là.
Depuis toujours, j'aimais bien ces chaussures, donc c'était une bonne occasion de le faire. Ouais, bah, c'est cool. Et puis, ça crée ta légende. Parce que franchement, cette question-là, on l'a eu, je Elle pense, est ouais, une revenue quarantaine de fois. C'était fou. de fou. Et C'est fou. dis-nous juste, tu penses qu'à terme, il y aura peut-être, vu que tu fais la publicité pour les Air Max de manière assez dingue, une petite édition limitée, la Air Max Tabo, ça serait ouf. On en a sorti 2 en fait, mais c'était pas commercialement. Ok. Donc c'est clair que peut-être à un moment ou un autre, pourquoi pas ressortir ces 2 modèles. Il y avait un qui était super joli avec les couleurs des Utah Jazz, les nouvelles avec les montagnes rouge, jaune, orange. Et il y en avait une autre avec les couleurs de la Suisse et de l'Afrique du Sud sur les chaussures. Ok. Donc, ouais, c'était des éditions spéciales, pourquoi pas peut-être un jour, qui sait. Ça marche. On enchaîne avec une question de Lucas qui nous dit, vu que tu les as eus en coéquipier et en adversaire tous les deux, qui, selon toi, est le plus dur à défendre entre James Harden et Kevin Durant? La question est difficile. Tous les deux. Honnêtement, quand on y pense de façon assez normale, c'est les 2 meilleurs joueurs de 1 contre 1 au jour d'aujourd'hui dans la ligue. Ok, peut-être Steph Curry, il en manque quelques-uns, mais je pense que ça fait partie des 2 meilleurs joueurs de 1 contre 1. Et clairement, pour avoir défendu sur les deux, ils ont un jeu qui est différent, mais tous les deux sont top 3 parmi les joueurs sur lesquels j'ai dû défendre. En tout cas. On enchaîne avec une autre question. C'est Pierre-Alex. On poursuit un petit peu. On passe à ton équipe de cette saison, hein, les Houston Rockets, que tu as décidé de quitter avec cet opt-out. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce changement absolument Il a gardé le radical? pull quand même, par contre. Il a gardé le pull. Et supporter. Corporate. On est en pleine playoff, je représente quand même. Il est obligé, il est obligé. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cet extra small ball, concrètement, ce choix, ce virage à 180 degrés, aucun joueur au-delà de 2 mètres. On avait cette idée que Houston s'est dit on va jusqu'au bout de notre pensée et on gagnera ou on mourra de cette manière-là. Donc, quel est un petit peu ton ressenti par rapport à ce choix tactique qui a été brutal et du coup qui t'a aussi bénéficié parce que tu as pris pas mal de minutes avec ce choix? Pour moi, c'est clair que personnellement, le timing a été mauvais. J'étais à Houston aussi pour pouvoir jouer avec Clint et pour pouvoir espérer justement lutter pour un titre de champion avec Clint. Donc, c'est vrai que quand il est parti, ça m'a déçu un petit peu en termes personnels. Après, sur le plan basket, c'est osé. C'est osé. Je pense que c'est un pari que l'équipe a fait en mettant vraiment tout à disposition autour de James Harden, en voulant également donner la raquette grande ouverte pour Russell Westbrook, parce qu'il pensait simplement que c'était ça la solution. Le pari est osé. Après, je trouve intéressant qu'une équipe et le GM soient partants pour essayer de mener l'expédition au bout. Mais ça change du basket traditionnel. On voit le basket qui change continuellement. Ils ont poussé le truc un tout petit peu plus loin, mais je trouve en tout cas c'est intéressant en termes de basket. Tu as parlé un petit peu du fait que tu sois allé aussi à Houston pour pouvoir jouer avec Clint. Moi, je t'avais vu il y a 3 ans déjà en arrière et je t'avais posé une question une fois et je t'avais demandé quelle était ta relation avec Clint. À l'époque, tu avais dit avec Clint, on se connaît un petit peu, mais on n'est pas vraiment de la même génération. Est-ce que cette relation, au fil à mesure des années en NBA, elle a évolué un petit peu? Comment vous êtes aujourd'hui? Vous êtes des potes, toujours des connaissances? Comment ça se passe un peu avec lui? Non, clairement, ça a évolué depuis que qu'on a joué dans la même équipe. C'est clair que, comme je disais, on a 10 ans d'écart. On n'a pas joué en équipe de Suisse ensemble. On n'a jamais eu l'occasion vraiment de jouer de cette façon-là. Donc, quand on se voyait, quand lui venait dans les différentes villes où j'ai joué, etc., on se voyait en dehors du terrain. Mais sinon, c'est vrai qu'on a vraiment appris à se connaître depuis qu'on a joué dans la même équipe. On passe à une question de Com qui nous a demandé alors, il nous a demandé dans quelle équipe as-tu préféré jouer et pourquoi OKC? Alors, je ne sais pas si c'est OKC que tu as préféré, mais tu vas nous dire. J'ai beaucoup aimé OKC. J'ai eu la chance en fait de jouer dans des équipes qui à chaque fois étaient compétitives. J'ai eu un agent aussi quand même qui a aidé par rapport à ça. C'était mon souhait aussi de vraiment pouvoir, pas forcément chercher les contrats, mais aussi quand même pouvoir jouer pour un basket qui
qui signifie quelque chose et où j'ai une chance, une véritable chance de pouvoir gagner un titre. Donc, j'ai eu la chance de faire ça pendant 13, 12 de mes 14 saisons. Donc, non, en termes de ville, Atlanta, c'est Ok. la ville où j'ai préféré. C'était aussi une équipe incroyable avec une série de victoires incroyables en cours de saison. 5 joueurs qui avaient Vous été faites pris pour combien le d'ailleurs? Vous faites combien de victoires? Je me rappelle même plus. 60, non? non, plus que 60. Ouais, vous passez la barre des 60. Hein. On passe la barre des 60, ouais. On Ah ouais. fait 63 ou 62, quelque chose. Non, incroyable, ouais. Puis vous êtes, je sais pas combien, allé au All-Star Game. Attends, il y a Kyle Korver, C'est à 4, il je y a crois que le Hall, ouais. Le il y a starting Polo. five. Jeff Teague aussi, cette année, ouais. C'était un Euh, record cette année-là. Ouais. C'était assez ouais. dingue. Hein. Alors Ford et Paul Millsap, ouais. Non, c'était... Ouais, c'était lourd. Non, une belle aussi, Mike Budenholzer comme coach. Non seulement en tant que coach, mais en tant que personne. C'est vraiment quelqu'un, j'ai appris à le découvrir, mais il venait de l'école Popovich aussi. Ouais. Et voilà, c'est quelqu'un d'humain. C'était des belles années. C'était des belles années. Donc Atlanta par rapport à ça. Mais c'est Peut-être difficile le de... meilleur souvenir? J'ai eu la chance quand même de jouer. À chaque fois, je me suis retrouvé avec des joueurs incroyables, avec des équipes vraiment qui faisaient plaisir. On a eu des chances de jouer au titre. C'est difficile au jour d'aujourd'hui de les comparer et de vraiment sortir une du lot. Alors, je vais la poser différemment. Moi, en termes de basket, et toi en tant que basketteur, est-ce que ça n'a pas été plus intéressant ou plus plaisant de jouer plutôt du côté d'Atlanta ou peut-être dans une autre équipe par rapport à l'époque où à OKC, finalement à OKC, toi personnellement, tu voyais un petit peu moins la gonfle que d'habitude. Quand elle t'arrivait dans les mains, enfin, Claire, clair. Non, c'est sûr, le jeu était différent, mais quand même, quand on savait qu'on allait en playoff, on avait des chances de gagner un titre année après année. C'est mis à part les blessures après en cours de playoff. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on commençait la saison en se disant non, là, on va vraiment faire quelque chose de grand. Donc, non, les années au Oklahoma, j'ai passé là-bas le plus d'années. Et voilà, la chance d'aller en finale contre les Miami Heat. Donc, c'était, je pense, quand même en termes basket, c'est un souvenir qui sera unique de pouvoir jouer avec Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden pendant vraiment des belles années. Non, c'est un souvenir incroyable. Euh, mais c'est difficile vraiment de comparer un petit peu ces expériences et d'en ouais, ouais, tirer. bien sûr. Mais clairement, Avant, disons, la finale NBA, clairement, c'est quand même Le le summum. top voilà. Avant que David passe à la question suivante, moi je voulais te demander aussi, on se rappelle à l'époque à OKC, ils n'ont pas tardé finalement à trader, à casser un petit peu ce Big Three. Notamment, je crois qu'ils prolongent à l'époque Serge Ibaka et qui décide d'envoyer James Harden dans un trade. Est-ce que toi, à l'époque, tu étais le GM à l'époque d'OKC, du Thunder, tu aurais fait les mêmes choix, tu aurais fait la même chose ou tu te serais dirigé peut-être vers autre chose, vers un autre trade? Non, je pense pas que ce soit. C'est pas aussi facile que ça. Je pense que le trade n'est pas simplement venu du general manager. Je pense que Évidemment. la pression de la part des propriétaires qui voulaient pas payer les luxury tax aussi était grande. Je pense qu'avec un petit peu de recul aussi au jour d'aujourd'hui d'en parler, c'est un peu plus facile parce que chacun a fait sa carrière, etc. Ouais. Mais c'est clair que moi, je pense que ce qui aurait pu être fait aussi à l'époque, c'est peut-être de ne pas prendre Kendrick Perkins, où ils ont donné un gros contrat également, et de plutôt donner un peu plus de donner ce que James Harden voulait, de mettre Serge Ibaka en 5, Kevin Durant en 4, et de commencer vraiment ce small ball 3-4 années avant que ça devienne vraiment populaire. Ouais, c'est clair, hein, pas mal de regrets, les fans de Casey qui nous en ont beaucoup parlé et qui ont mis en avant, parce qu'à l'époque, James Harden est sur le banc. Alors, on s'en amuse beaucoup à le rappeler en disant hey, attendez, les gars, notre tabou, à un moment donné, il a poussé le Barbudo sur le banc. Mais ouais, c'est vrai que c'était quand même une équipe. Ils ont eu le nez creux. Hein, tu récupères 3 mecs sur 3 années de suite à la draft, bim, 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 MVP chacun. Après, il est C'est sur sûr le qu'après banc. coup, Il est sur le banc, James Harden, mais toi, tu vas nous le dire parce que tu le vis au sein de l'effectif même. Déjà à l'époque, alors tu sais pas qu'il va devenir MVP forcément, mais tu sais que ça va quand même être un All-Star en puissance dès cette époque-là. J'ai l'impression dès l'époque du trade. Clairement, clairement. Non, non, c'est un joueur qui est venu en NBA avec un jeu fait pour la NBA, en fait. Il a eu une petite période d'adaptation parce que voilà, il sortait du banc, il vient depuis le cursus de college.
Il a pris le temps qu'il a eu besoin pour se développer vraiment, pour être le joueur qu'il est. Mais vraiment, très clairement, on a pu voir avec les stats, simplement. Sixième membre de l'année et également, je sais pas, je crois il marquait 16 points, mais en prenant peut-être quelque chose comme 50-60% au shoot à cette voilà, époque-là. exactement. Ouais. Incroyable. Non, donc, très, très tôt, on a pu voir que c'était un talent qui allait être spécial dans la NBA. Alors, j'imagine que tu as suivi ces derniers jours l'actu un petit peu triste du côté suisse et du côté veuvezan, qui devrait normalement, sauf grosse surprise, descendre de plusieurs échelons. Elle nous demande, Thabo serait-il intéressé à monter quelque chose à Vevey pour y amener son expérience? Je ne parle pas là d'un investissement financier, mais afin d'aider au développement du basket dans la région. Bien sûr, c'est une chose auquel j'ai toujours été proche et les camps, ça rentre aussi dans cette mission de pouvoir garder un pied aussi dans le basket en Suisse, de pouvoir garder un œil un petit peu sur ce qui se fait. Et voilà, j'ai donné mon soutien avec le Vevey et le Blonay, clairement, et je vais continuer de le faire. Donc c'est vrai que c'est difficile de voir la situation dans laquelle ils sont au jour d'aujourd'hui. Surtout en pensant à il y a quelques années quand même avec voilà, des équipes qui étaient en Liga ici, Vevey et Blonay. Donc c'est dommage de voir ce déclin un petit peu dans le basket suisse. Clairement, si je peux faire quelque chose, j'espère pouvoir être invité à des discussions et pouvoir simplement apporter cette expérience que j'ai au jour d'aujourd'hui si ça peut faire avancer les choses ici, clairement. Bon, on va enchaîner avec une question de Gisèle. Hein. La transition, elle est toute faite. Alors forcément, je ne dis pas que tu es vieux, mais tu approches quand même plus de ta fin de ta carrière. Donc, tu commences à regarder à ce que tu vas pouvoir faire sur ces prochaines années. Gisèle nous demande qu'est-ce que tu comptes faire après la NBA, la fin de ta carrière. Est-ce que tu comptes rester impliqué dans le milieu du sport ou changer littéralement de reconversion? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as, qui est réfléchi dans ta tête, que tu as pu préparer un petit peu sur ces derniers mois et dernières années? Je commence à le préparer. C'est quelque chose auquel forcément on commence à penser après plus de 10 ans de carrière. Donc oui, pour moi, c'est rester dans le basket. C'est vrai que c'est quelque chose où voilà, j'ai emmagasiné pas mal d'expérience. Et ça serait dommage de ne pas pouvoir partager cette expérience et essayer de la retransmettre et de profiter de ça. Donc oui, pour moi, que ce soit dans le coaching ou du côté même de agent de sport, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes en Suisse peut-être ou dans des pays comme la Suisse où le basket n'est pas forcément le sport phare, qui ne savent pas forcément vers qui se tourner, etc. Donc là aussi, c'est vrai que c'est quelque chose si je peux aider de ce côté-là les jeunes sportifs en Suisse et ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc rester dans le côté du sport et après passer du temps avec ma famille, mes enfants et pouvoir être là pour elles. Et déjà, avant de parler de ton après-carrière, tu as encore, je pense, quelques années devant toi. En termes sportifs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu comptes faire toi l'année prochaine? Est-ce que tu souhaites rester en NBA? Est-ce que tu as des contacts, par exemple avec les Rockets avec qui tu évoluais cette année? Est-ce que tu as des infos par rapport à ton avenir outre-Atlantique ou ailleurs, si ça doit être ailleurs? Au jour d'aujourd'hui, c'est dur à dire pour moi exactement qu'est-ce que je vais faire. On est revenu ici avec la famille, comme j'ai dit, pour remettre les enfants à l'école. Donc ça c'est la priorité pour ces prochains mois. Donc je vais me donner quelques mois avant de prendre une décision qui est plus ou moins définitive, mais continuer à jouer au basket quand même. C'est vrai que je pense que j'ai encore quelques années devant moi. Mais sinon, ça serait de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec la NBA. On n'est même pas sûr au jour d'aujourd'hui exactement quand c'est que la saison prochaine va recommencer. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation et je vais me donner le temps avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Ouais, puis il y en a beaucoup qui nous demandaient est-ce qu'on va avoir le droit à un retour en Europe de Thabo. Beaucoup de Français qui nous ont demandé est-ce que tu allais revenir du côté de Lélon, etc. Bon, on en a eu quoi une dizaine qui voulaient te Ouais. revoir reporter le maillot. Je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait trotter dans ta tête de te dire finir par une pige en Europe ou tu dois finir ta carrière en NBA. Non, c'est pas du tout quelque chose sur lequel j'ai mis une croix. Donc non, c'est une possibilité aussi. Ouais. Et puis on a Le message est Yannick, passé. une dernière question. Yannick qui nous demandait, question purement NBA ou pas, quel coach t'a personnellement le plus marqué dans ta carrière? Dans ma carrière entière,
Ah, tu peux revenir à loin, hein. Tu vas où tu veux. Non, exactement, c'est ça. C'est qu'il y a eu des étapes. Ça s'est passé par étapes. Je dirais Greg Beugnot, c'est un qui m'a beaucoup appris, beaucoup surpris aussi dans sa façon de coacher et qui m'a vraiment donné une chance en fait quand j'étais en France. C'est lui le premier qui m'a vraiment donné une chance à ce niveau-là. Avant ça, il y avait Makazaga et Alain Perlotto. En NBA, je dirais Quinn Snyder. L'intensité qu'il met quand il coach, il est aussi intense qu'un joueur. C'est quelqu'un qui fonctionne avec de la caféine de 8 h du matin jusqu'à 5 h du matin. Donc, non, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, de un bon vivant, une personne aussi qui est très intéressante. Donc, Quinn Snyder en tant que pour la NBA. Tu étais en train de parler du coach qui t'a le plus marqué. Il y en a beaucoup qui nous ont demandé de te poser certaines questions par rapport à ta carrière et les souvenirs que tu as pu avoir. Bon, tu as parlé des finales NBA. On imagine que c'est peut-être et sûrement le plus beau souvenir que tu peux avoir, en plus d'avoir affronté une équipe comme celle du Heat à l'époque des Three Amigos. Mais est-ce que tu pourrais nous dire peut-être si tu devais retenir une action, un dunk, un panier clutch, que des fois tu repenses et tu dis ouais, franchement Thabo, tu as fait quelque chose de gros sur ce moment-là, peut-être un moment, alors j'imagine que c'est dur, mais qui est vraiment resté gravé dans ta tête. Bon, peut-être le dunk sur André Jordan, DeAndre Jordan. C'est vrai que c'était en plus c'était un match qui était intense. Je crois que c'était un match de playoff, hein, donc gros match et voilà un joli dunk avec ça en tant qu'une action, ça c'était une des jolies actions que je garde. Un match, peut-être, c'était quoi? C'était 28 ton record en carrière? C'était 28 points? Ouais, 28 points contre Houston jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça, contre Houston. Oui, je dirais dans quelque chose qui est plus récent en fait, qui m'a vraiment fait tilt il y a récemment et bien entendu pour des joueurs des gens de notre génération un peu, je pense que vous pourrez également comprendre ça. C'est vrai que d'avoir joué contre Kobe Bryant et certaines des séries en playoff aussi contre Kobe Bryant. C'est vrai que sur le moment, on ne se rend pas forcément compte, on joue, c'est la compétition. Mais c'est vrai qu'en tant que jeune qui a regardé Allen Iverson, Kobe Bryant jouer, d'avoir la chance d'avoir ces souvenirs avec lui sur le terrain, c'est quelque chose de spécial. Ouais, ça doit être assez fou. Tiens, on parlait de la meilleure action offensive parce que tu es aussi réputé pour être un des tout meilleurs défenseurs à ton poste. Si tu devais retenir un contre, là-bas, alors peut-être à l'entraînement, mais l'action défensive, le contre, voilà. Tu nous as parlé de ton dunk que tu as retenu. Qui c'est que tu gardes dans ta tête comme souvenir? Yao Ming. Yao Ming, c'était c'est vrai quand même que enfin voilà, en plus c'était le Yao Ming de l'époque qui faisait son truc, donc voilà, c'était un joli contre, ouais. Yao Ming. Ok, et puis Thabo, on va terminer là-dessus. On a été super étonnés. Peu ont été nombreux à nous la poser, cette question. C'est par rapport à la sélection nationale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir la chance de revoir un Thabo Sefolosha avec le maillot rouge et blanc, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être difficile à voir dans les années à venir? Ça va être mon corps qui va le déterminer plus qu'autre chose et également un petit peu voir où est-ce que la sélection se dirige. Mais pour moi, c'est clair que voilà, j'ai toujours l'amour du basket, l'amour également du maillot suisse. Donc, c'est vrai que ça serait un plaisir, un honneur de pouvoir continuer de jouer pour l'équipe nationale. Mais encore une fois, il y a beaucoup de points d'interrogation et j'espère simplement. Ok, merci Thabo. À tout bientôt. Ciao. Allez, bonne journée. Merci mec. Ciao.